La route nationale numéro 2, malade de ses embouteillages, de ses accidents fréquents en plein cœur d'une zone économique, a attiré l'attention de la région. Les travaux pour soigner cet axe routier majeur avancent, a pu constater Harry Chalus ce matin. Lancé en 2016, le plan 500 000 formations supplémentaires qui s'est fixé pour objectif de former les chômeurs est à l'heure du bilan. En Guadeloupe, pas moins de 6 000 chômeurs en ont bénéficié, notamment dans les métiers en tension. C'est une arme pour affronter le marché du travail. Les cordonniers n'ont pas disparu de notre paysage, les constructeurs navals non plus. D'ailleurs, ils réclament un accompagnement pour développer la filière qui pourrait figurer en bonne place dans la politique de la région. Les croisiéristes négligent Pointe-à-Pitre et ses violences urbaines pour la ville de Sainte-Anne, bercée par les alizés. Les habitants de la communauté du Levant mettent tout en œuvre pour attirer ses clients. Le reportage d'ATV est à venir dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce vendredi 5 janvier 2018. Afin de fluidifier la circulation et d'assurer la sécurité des automobilistes, la région a lancé beaucoup de travaux sur la route nationale numéro 2. Ce matin, Harry Chalus s'est rendu entre Vonche et Beau-Soleil, un peu chez lui, pour constater l'avancée des travaux. Sur ces traces, il y avait Yvan Lemar pour ATV Guadeloupe. Pour cette visite de terrain, la délégation menée par Harry Chalus avait rendez-vous à Beau-Soleil et à Vonche-Bémao, où une mise en 2x2 voies de la RN2 est prévue entre les deux ronds-points afin d'améliorer la circulation. Il faut des préalables concernant ces travaux, notamment résoudre le problème du foncier, ce qui est fait aujourd'hui. Le marché est signé, donc le président Chalus est venu donner le signal de départ. Donc dès la semaine prochaine, les entreprises sont conviées à commencer les travaux ici pour la réalisation de cette tranche de 2x2 voies ici à Vonche. La mise en place des travaux va débuter dès lundi prochain. C'est un travail qui est conséquent, qui va durer quand même au total à peu près 2 ans. Il y a des travaux qui vont nécessiter des basculements de circulation. Alors évidemment, le point important, c'est que on va maintenir en permanence les 2 voies de circulation existantes. Alors parfois, on sera obligé de les déplacer, mais elles seront toujours maintenues ouvertes, puisqu'évidemment, il n'est pas question de fermer la route. Il y a également un travail important de coordination avec l'ensemble des occupants du domaine public. Ça fait partie des choses qui sont contraignantes et qu'on mène de manière parallèle à l'avancée des travaux. La délégation s'est ensuite rendue à La Jaille pour voir l'avancée des travaux commencés sur ce giratoire. L'ouverture d'une nouvelle voie est programmée en février. Pour finir cette visite, Harry Chalus et son équipe se sont arrêtés à Jarry, où des travaux de réaménagement du boulevard de Welbourg devraient débuter le mois prochain. J'ai effectivement découvert qu'on ne donnait pas de pénalités de retard aux entreprises. J'aurai une réunion la semaine prochaine avec toutes les entreprises sur les marchés à la région pour les dire que nous allons mettre des pénalités de retard. Et si aussi il y a des moratoires, des intérêts moratoires à payer par la région, nous le ferons. On perd trop de temps. L'an dernier, c'est 58 millions de travaux que nous avons signés, 16 millions de routes. Nous allons encore lancer 16 millions de travaux sur les routes. Nous avons 200 millions d'investissements. Je n'ai plus de temps à perdre. On a assez dit, il faut qu'on aille, il faut qu'on fonce. Il y a du travail à faire en Guadeloupe pour relancer l'économie, comme je le dis, pour donner du travail à notre jeunesse. Maintenant, plus question de perdre du temps. Et là, je serai intransigeant avec tout un chacun. Car il y a une seule personne qui devrait rendre des comptes, c'est Harry Chalus. Parmi les autres projets prévus, celui de la déviation de la Boucan. Les travaux devraient débuter fin 2018. Le montant de l'ensemble des chantiers visités aujourd'hui s'élève à 26 millions d'euros. 2018 sera une année pleine de changements. Nous avons tenté de vous dresser la liste de ces changements récemment avec Linda Kayarsi. Mais arrêtons-nous ce soir sur les changements qui seront apportés au contrôle technique cette année. Voici les commentaires de nos confrères d'ATV Martinique. Le contrôle technique passera le 20 mai 2018 à 132 points d'observation contre 124 aujourd'hui. Mais c'est surtout dans l'approfondissement de l'analyse qu'il va évoluer, une exploration des véhicules plus détaillée qui rassure certains automobilistes. J'ai vu certaines choses déplorables. Moi, c'est une très bonne chose. De corser le contrôle. Le fait de renforcer, bon, en théorie, c'est toujours très bien, mais dans la réalité, ça va peut-être mettre des gens dans l'embarras, quoi. C'est pas une mauvaise chose du tout, je pense pas. Sincèrement, non, c'est une bonne chose. Donc le renforcement sur ça, c'est une bonne chose.
Avec ce durcissement des contrôles, une nouvelle catégorie de défaut apparaît, la défaillance dite critique. Dans ce cas de figure, l'automobiliste possède toujours un délai de 2 mois pour effectuer sa contre-visite et donc ses réparations, mais le véhicule ne peut rouler que pendant 24 heures. Vous aurez un jour pour rouler, c'est-à-dire qu'à partir du lendemain, on considère que votre véhicule est trop dangereux pour circuler. Ensuite, vous aurez toujours 2 mois pour amener les réparations au centre de contrôle technique pour justifier qu'on puisse vous valider le contrôle pour 2 ans. Il faudrait faire appel à une dépanneuse si on dépasse la validité d'un jour en cas de défaillance critique pour amener le véhicule de chez vous chez votre mécanicien et ensuite pour le ramener de chez votre mécanicien au centre de contrôle technique, bien sûr vis-à-vis des forces de l'ordre. Des contrôles plus poussés et donc plus longs, la facture risque de s'alourdir. Des tarifs et à la discrétion des chefs d'entreprise. Effectivement, les contrôles seront certainement un peu rallongés. Donc, étant donné que nous sommes des entreprises indépendantes en grande partie affiliées au réseau, donc le chef d'entreprise jugera si le fait de passer plus de temps sur un contrôle justifierait une augmentation du tarif. Cette mesure est la conséquence d'une mise à niveau du contrôle technique français aux normes européennes, une décision écologique qui a aussi pour but d'améliorer la sécurité routière. Lancé en 2016, le plan 500 000 formations supplémentaires est à l'heure du bilan. Il a permis à quelques 6 000 chômeurs d'ici de recevoir une formation, ce qui constitue une carte supplémentaire pour ces personnes pour affronter un marché du travail réputé difficile. Les explications de Linda Kayarsi. En Guadeloupe, entre janvier et décembre 2016, plus de 6 000 demandeurs d'emploi sont entrés en formation. C'est 58% de plus qu'en 2015, et cela grâce au plan 500 000 formations supplémentaires. Objectif de ce plan, répondre aux besoins de formation des demandeurs d'emploi en cohérence avec les besoins des entreprises et des territoires. 2 tiers des formations sont certifiantes ou professionnalisantes. Au-delà de tout ce qu'on peut entendre sur les formations, l'important c'est déjà de permettre aux demandeurs d'emploi d'en avoir. Et effectivement, en Guadeloupe, il y a un besoin criant, un besoin important. Et le fait de pouvoir en faire 3 fois plus que les années précédentes, ça a permis aussi à des demandeurs d'emploi de pouvoir se former, soit pour se rapprocher de l'emploi, soit pour avoir directement un emploi. En Guadeloupe, 53% des bénéficiaires du plan sont non qualifiés ou en chômage de longue durée. Comparativement à l'année 2015, les inégalités d'accès à la formation selon l'âge se sont réduites. La part des jeunes a baissé de 7 points au profit des autres classes d'âge, notamment les 45 ans et plus. Il y a eu plus de 1000 jeunes, par exemple, qui ont eu des formations. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur l'ensemble de la population. On sait que malheureusement qu'on a un chômage élevé en Guadeloupe, qui aujourd'hui fait que l'ensemble des demandeurs d'emploi de Guadeloupe, on peut en bénéficier, jeunes, moins jeunes, et aussi les seniors, on peut en bénéficier. L'idée, c'est vraiment de faire des formations adaptées aux besoins du territoire et adaptées aux besoins des entreprises. La principale formation suivie concerne le secrétariat artisanat, notamment dans la bureautique. Avec une formation sur 10, le secteur du transport arrive en 2e position. 2 tiers des stagiaires résident dans le bassin d'emploi du centre ou de Basse-Terre. Quelqu'un qui va s'inscrire et qui habite Bouillante n'a pas les mêmes opportunités économiques que quelqu'un qui va habiter Pointe-à-Pitre ou qui va être à côté de Jarry, forcément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler en fonction de ça aussi. Ça veut dire que dans le projet professionnel de demandeur d'emploi, il faut intégrer qu'on habite à tel endroit et qu'on a une mobilité ou non, mobilité géographique ou mobilité professionnelle. Pour poursuivre sur cette lancée, en septembre dernier, un grand plan d'investissement 2018-2022 a été présenté par le Premier ministre. Il doit prendre la suite du plan 500 000 formations. Donc plus de proximité avec les entreprises. Travailler aussi souvent en mode projet, c'est-à-dire il y a des gros recrutements importants et faire en sorte que dans ce cadre-là, une structure spécifique qui va s'occuper des recrutements pour l'entreprise, qui va permettre aussi aux demandeurs d'emploi de se former en amont. Vous savez, plus on a un coup d'avance sur les recrutements qui arrivent, mieux on formera les demandeurs d'emploi guadeloupéens. C'est le cas du CHU qui va arriver. Donc on est déjà en train de travailler sur le sujet. Comment on fait en sorte que les demandeurs d'emploi de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy puissent en bénéficier? 6 mois après la fin de la formation, 3 bénéficiaires sur 10 ont accédé à un emploi de plus d'1 mois. Par rapport à 2015, ce taux est en hausse chez les jeunes et les demandeurs d'emploi non qualifiés. Combien la Guyane compte-t-elle d'habitants ? 300 000, répond l'INSEE. Ce chiffre n'a pas l'air de convaincre les dirigeants guyanais, notamment le président de l'association des maires. Cela voudrait dire qu'il y a eu seulement 7 500 Guyanais enregistrés de plus entre 2014 et 2015. Le reportage de Pierre Tréfaut d'ATV Guyane. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la Guyane comptait 259 865 résidents au 1er janvier 2015.
Une progression due au nombre de naissances, plus qu'à l'immigration, et largement portée par les communautés de communes de l'ouest guyanais et du centre littoral. La population de Cayenne est estimée à plus de 57 000 habitants, un nombre qui a augmenté de 3,3% depuis 2010. Pour le maire de Roura, David Richer, ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Est-ce qu'il est exact? Je n'en sais rien, mais nous pensons que nous sommes encore loin de la vérité. Et ce qu'il faut souligner, c'est que quand on est loin de la vérité, ça veut dire que nous, les maires, donc la population en pâtit, ça veut dire que c'est la dotation globale de fonctionnement qui est calculée quand même, en partie sur le nombre d'habitants, eh bien nous sommes loin du compte. Il faut savoir que quand l'INSEE publie ce chiffre, la commune en question bénéficiera 2 ans plus tard, puisque c'est sur l'année N+2 qu'on prendra en compte cette considération par rapport au nombre de la population, par rapport à la DGF. Ces 5 dernières années, la Guadeloupe a perdu 5 365 habitants et la Martinique 13 300. La population de Guyane, au contraire, a grandi de 2,6% chaque année en moyenne, ce qui classe la collectivité derrière Mayotte en 2e place des régions françaises les plus dynamiques sur le plan démographique. J'estime que dans le cas de la Guyane, il y a des ratios qu'on doit appliquer et je pense en particulier au ratio des déchets, au ratio de la consommation de l'eau potable, au ratio de la consommation d'électricité et puis des ratios parallèles, par exemple le ratio de la CAF. Et tout cela démontre que les 230 000 habitants sont largement dépassés. Et en conséquence, quel est le but? C'est que plus nous pourrons manifester un nombre de populations conséquent, eh bien plus la dotation globale de fonctionnement, voire d'investissement de la CTG, va donc augmenter. Et aujourd'hui, les recensements pénalise la collectivité en soi. Au 1er janvier 2015, la population française a atteint 66,2 millions d'habitants. Elle a augmenté de 315 000 personnes par an en moyenne depuis 2010. Une nouvelle publicité crée la polémique sur les réseaux sociaux. Dans cette publicité, on voit une jeune femme avec une paille à la main qui s'apprête à sniffer quelque chose avec le slogan « Enfin une addiction saine ». Cette allusion ne passe pas du tout à la Martinique. Voici le reportage d'ATV Martinique sur cette nouvelle polémique. Des rails de poudre, une paille vers le nez, une jeune femme semble consommer de la cocaïne. Cette affiche vante pourtant les mérites de fruits secs. Un message qui n'est pas immédiatement perçu par le grand public. Une addiction, elle ne peut pas être saine. Et comme je vois l'image, je vois plutôt ça ressemble plutôt à de la drogue. Moi je vois pas de fruits et légumes là, je vois quelqu'un qui sniffe. Le message vous semble mauvais? Ah bah oui. Ça fait l'apologie de la drogue, vraiment, parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui veut sniffer de la cocaïne. On voit qu'elle est en train de faire la mauvaise chose. C'est ça le problème, parce qu'elle a un truc long dans sa main. Déjà, je ne comprends pas trop ce qui est là. Tu vois, je vois, bon, elle a une paille, et puis ces choses-là, je ne peux pas trop dire c'est quoi, mais je crois pas que c'est quelque chose de bon. L'affiche a été retirée des réseaux sociaux ce matin. Un bad buzz pour la société Carib Fruits et une campagne qui dépasse les limites de l'éthique selon certains professionnels. Utiliser plus exactement cette addiction pour pouvoir en faire un argument publicitaire mercantile, c'est quand même assez biscornu, je dirais, comme réflexion. En outre, ça manque particulièrement d'éthique parce qu'on ne prend pas une maladie pour pouvoir en faire un sujet de vente d'un produit. Et ça, c'est quand même très difficile. Mais je crois que les réseaux sociaux se sont fait l'écho très fortement de cela et c'est plutôt une bonne chose. Les responsables de l'entreprise nous ont répondu par téléphone. Selon eux, l'idée était de choquer positivement le grand public et non de faire l'apologie de la consommation de produits stupéfiants. Marquer un tout petit peu les esprits, faire du buzz, je pense qu'on peut le dire. On va pas se cacher, on va le dire, mais pas du bad buzz et surtout de ne pas offenser les personnes qui nous suivent, mais aussi les personnes en général. Le but partait vraiment d'une idée de positivité. En fait, l'image interpelle, mais le message, c'était un message de positivité. Remplacer le mauvais par le bon, par les produits sains. En bien ou en mal, le produit fait quand même parler de lui. L'autorité de régulation professionnelle de la publicité a été saisie. Une audience devrait se tenir avec les responsables de Carib Fruits. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, nous continuerons d'explorer la vie des artisans qui vont élire leur président à la fin du mois et nous filerons à Sainte-Anne pour suivre à la trace les coisiéristes et leurs habitudes de consommation.
Force vive de l'économie locale, les artisans ont parfois le sentiment d'être les laissés pour compte. Nous nous intéressons à eux depuis le début de la semaine, quand la campagne pour le poste de président bat son plein. Voici une profession qui semblait avoir disparu, mais qui est toujours là. Reportage Yvan Lemar. Claudie Gobe a commencé dans le bâtiment avant de choisir le métier de cordonnier il y a maintenant 26 ans. Dans la société guadeloupéenne, je remarque qu'il y a une pénurie de cordonniers. Et il n'y a pas des jeunes qui sont motivés. Et je me suis dit, bon, ben pourquoi pas. Et j'ai fait une formation avec un maître bottier à la Jaille. Et après, bon, j'ai trouvé que c'est un très bon métier. Hein. C'est-à-dire que, à partir du moment que tu as de l'amour pour ce que tu fais, la base c'est l'amour, hein, il faut aimer. Eh bien, les choses viennent tout naturellement. Après avoir travaillé pour différents cordonniers, à Bémao, Pointe-à-Pitre ou aux Abîmes, Claudie Gobe décide de s'installer à son compte en 1994 dans le bourg du Gosier, malgré les difficultés. Il y a les charges, il y a tout ça. Bon, à partir du moment qu'on est conscient qu'il faut quand même faire face à la réalité des charges et ce que, naturellement, qu'on doit cotiser. On n'a pas à se plaindre dans ce métier-là. Il y a du boulot. Les gens réparent, les gens veulent réparer leur sac, les gens ont toujours quelque chose à faire. Et là, on arrive quand même à faire face. Et surtout quand on met aussi Dieu à la base de ce qu'on fait, je pense que le Seigneur a sa place dans la réalité professionnelle et que on arrive à joindre debout. Manipuler les différentes matières et le contact avec les gens. Voici ce qu'il aime dans son activité. Pour lui, cordonnier est un métier d'avenir. Mon qui est toujours porté souliers, mon qui est toujours porté souliers, bon, malheureusement, il y a des chaussures qui sortent de Chine, que c'est des chaussures jetables. Les gens, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine de réparer? Mais les gens ont la culture de réparer les chaussures en Guadeloupe. Chevalier, souliers, ranger talons là, voilà, c'est ce métier d'avenir. On va manger dans ce métier-là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Claudie Gobe avoue ne pas s'intéresser à l'élection à la Chambre des métiers et de l'artisanat car il n'a plus trop confiance en la politique, mais espère que des moyens seront mis en place pour inciter les jeunes à apprendre son métier, cordonnier. Justement, tous les candidats ont promis de travailler d'arrache-pied pour donner un peu d'air à toutes ces professions qui tiennent le tissu social. Patrick Quechouan, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la dernière tête de liste à venir sur le plateau d'ATV. Vous étiez déjà candidat et vous avez été battu. Vous avez terminé, je crois, dernier, troisième, me semble-t-il, lors de la dernière élection. Non, pas du tout. On a bien dit que les derniers seront les premiers. Non. Donc j'ai terminé évidemment en deuxième position, oui, avec un score respectable, oui, qui respecte la moyenne nationale. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas fait alliance? Tout le monde se pose la question avec Simon Vainqueur. Donc alors, vous savez, je fais partie d'un groupe et ce groupe, nous avons un programme, d'accord? Et ce programme, nous l'avons travaillé avec l'ensemble des artisans guadeloupéens à travers les universités de l'artisanat. Nous avons parcouru l'ensemble du territoire guadeloupéen. Et donc, avec ces éléments, nous a permis de mettre en place un programme. Et nous avons aussi une philosophie. L'éthique, la moralité nous guident dans notre démarche. Donc, les récentes... Non, mais quand vous opposez éthique, moralité en disant que ça vous guide, vous jetez une pierre dans le jardin des autres. Oui, bien évidemment. Donc, pensez qu'il n'y a pas d'éthique, qu'il n'y a pas de moralité chez vos concurrents. Exactement, je termine. Donc, nous avons une philosophie qui nous guide, la probité, l'éthique et la moralité. Et les récentes affaires de mon ami ne lui permettaient pas de rentrer dans les cordes pour nous accompagner. C'est dommage. De quelles affaires parlez-vous? Il est au courant. Je pense que les autres amis artisans sont très bien au courant. Et nous, on n'a pas le droit d'être au courant? On attend que la suite soit donnée à ces affaires-là. Alors justement, vous avez des adversaires. Que pensez-vous du programme, par exemple, M. Lasserre, les 6 mois qu'il a passé à la Chambre? Il a fait pas mal de choses, non? Vous n'êtes pas d'accord? Alors, pour moi, c'est très clair. M. Lasserre a été installé le 4 janvier
2017. Oui, vous ne répondez pas à ma question. Oui, que pensez-vous des 6 mois qu'il a passé à la tête de la Chambre? Mais il n'y avait pas de président à la tête de la Chambre. Monsieur Lasserre a juste été un président précaire de passage à la Chambre des métiers. Il n'a pas été élu par les artisans. C'est la raison pour laquelle l'élection a été annulée. Et d'ailleurs, il a bien profité. Simon Vainqueur a dit qu'il a fait 16 voyages. Je dirais qu'il en a fait 32. Il en a bien profité. Donc, pour moi, c'était un passage pour profiter des voyages et surtout pour profiter pour lui-même et non pour les artisans, non pour servir les artisans. Vous décrivez au fait cette présidence comme une sorte de fromage dans lequel les gens viennent de creuser des trous pour se nourrir en quelque sorte. C'est curieux? Non, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui... Mais c'est un vrai fromage? Non, je crois que, M. Canval, oui, nous devons élever le débat. Nous devons prendre de la hauteur sur le débat. Oui, déjà commencé. Aujourd'hui, le gouvernement français est en train de mettre un certain nombre de réformes pour les chefs d'entreprise individuels. Ces réformes nous concernent au premier chef. Donc aujourd'hui, j'inviterai mes amis candidats à réfléchir sur ces réformes, notamment la suppression du RSI qui sera adossé au régime général de la sécurité sociale. C'est plutôt une bonne chose, non? C'est plutôt une bonne chose, mais il faut voir les modalités, les conditions de mise en place, si ça sera bénéfique pour nous ou pas. La suppression de la CFE, la contribution foncière des entreprises, courant 2018-2019, je crois que ce sont des vrais sujets qui nous intéressent. Et sur ces sujets-là, moi, j'aurais aimé entendre les candidats. Nous travaillons. Mais quels sont les garde-fous que vous pouvez mettre, par exemple, pour ce changement de régime entre le RSI et la Caisse générale? Donc, qu'est-ce qu'il faut comme garde-fou? On connaissait les problèmes du RSI. Qu'est-ce qu'il faut comme garde-fou pour éviter que tout cela ne se reproduise? Aujourd'hui, la démarche du gouvernement, c'est de permettre aux chefs d'entreprise individuels de créer de l'emploi, d'augmenter leur pouvoir d'achat et de les protéger, d'améliorer la protection sociale des chefs d'entreprise. Pourquoi? Nous, chefs d'entreprise, nous prenons un risque en investissant. Nous prenons un risque en investissant notre capital, mais aussi nous sommes notre propre employeur et nous employons aussi des gens. Donc nous avons un risque. Donc le gouvernement veut protéger ce risque-là. Donc à travers ces réformes, nous devons être vigilants pour que ces réformes puissent aboutir à leur finalité, c'est-à-dire améliorer la condition sociale des chefs d'entreprise, mais aussi améliorer l'existence même de l'entreprise pour permettre à l'entreprise d'être un acteur économique viable. L'un des problèmes particuliers des entreprises ici, c'est la sous-capitalisation. Il n'y a quasiment pas de capital et beaucoup d'entreprises artisanales n'ont pas de salariés. Que peut-on faire pour cette question de sous-capitalisation? Tout à fait. Dès notre arrivée à la Chambre des métiers, nous allons signer un accord tripartite entre la Chambre des métiers, la région Guadeloupe et les banques pour le financement des entreprises. C'est vraiment notre cheval de bataille parce qu'aujourd'hui, les entreprises souffrent de financement et surtout un parcours de combattants. Donc, nous allons mettre en place une cellule chargée d'examiner ces dossiers et surtout, je parle de l'aide à l'installation. L'aide à l'installation ne doit pas être un coup de poker pour les chefs d'entreprise. L'aide à l'installation doit être attribuée de manière objective, impartiale. Tous les chefs d'entreprise ont droit à l'aide à l'installation. Donc, nous veillons à la transparence pour l'aide à l'installation des chefs d'entreprise. Mais bien évidemment, au-delà de l'aide à l'installation, vous avez le FEDER, par exemple. C'est un vrai parcours de combattants. Nous mettrons en place des services pour améliorer l'octroi des FEDER pour les chefs d'entreprise et notamment de garantir le financement du FEDER. Donc, ce sont des vrais chantiers que nous allons engager. Les artisans disent qu'ils ne croient pas en ce discours, qu'il y a un vrai désarroi dans leur profession. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils vous accordent plus de crédibilité? Vous savez, les artisans connaissent le monde artisanal. Ils connaissent le parcours de chacun d'entre nous. Je crois qu'aujourd'hui, je n'ai plus à démontrer quoi que ce soit. Je pense que je suis un homme d'engagement. Les artisans me connaissent. De par ma formation, je suis comptable de formation. Les artisans savent que Patrick, je monte au créneau. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Je vais jusqu'au bout. Ils peuvent avoir confiance en moi et j'ai leur confiance. C'est la raison pour laquelle, et c'est ce qui nous anime, engagement et action au cœur des métiers. Alors Patrick Chang, je vous remercie. On va continuer dans le monde de l'artisanat. Vous avez développé vos idées. Je vous propose de voir ce reportage de la rédaction d'ATV où nous sommes allés voir des constructeurs navals. Il y en avait une dizaine, il y en avait
beaucoup plus. Et aujourd'hui, il n'en reste que 4. Et ils disent que la profession est en train de disparaître. Ils attendent de vous, les dirigeants de la Chambre, que vous puissiez faire quelque chose pour eux. On regarde ce reportage. Issu de la 4e génération de marins de la famille Forbin, Mathieu, 39 ans, est à la tête de sa propre société de construction navale. C'est à l'âge de 13 ans que ce surdoué du nautisme construit son premier bateau. Deuxième bateau à l'âge de 16 ans. Et après, ça a continué. Et depuis l'âge de 17 ans, j'ai créé la marque Formado. C'est un nom composé de famille. Pour être constructeur de bateau, déjà, il faut d'abord, comme on dit constamment aux stagiaires qui viennent ici, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut avoir l'amour de faire ce qu'on vient faire tous les jours ici, dans le travail. Pas que à nos établissements. Dans le nautisme, dès qu'on travaille dans le nautisme, il faut avoir de l'amour. Et ensuite, l'engagement de vouloir faire bien. Moi, ça a été un parcours que je me suis donné et qui a fait que j'ai toujours gardé le même cap depuis mon plus jeune âge. Comme tout secteur d'activité, la construction navale ne fait pas exception à la règle et peut connaître certaines difficultés. Un accompagnement réel de la Chambre des métiers, qui s'apprête à renouveler ses représentants, serait alors une solution pérenne pour le nautisme. En Guadeloupe, c'est 4 chantiers présents. Nous avons été 17 il y a une dizaine d'années. Ça veut dire qu'on a un problème. Cela veut dire que la Chambre des métiers, c'est là qu'il devrait nous donner un coup de main à aller plus loin dans cette démarche. Ensuite, le mode de scrutin, à mon point de vue, il est assez particulier. Parce que si aujourd'hui, nous avons déjà eu ce genre de problème aux premières élections, je pense que ça demande à être revu, ce mode de scrutin. Trouver un mode de scrutin qui soit plus adapté au mode des artisans. Parce que nous, artisans, on doit être sur le terrain. On ne passe pas beaucoup de temps dans les bureaux. Et je fais encore un appel. Trouver un mode de scrutin qui soit plus adapté aux artisans pour faire en sorte qu'on puisse mettre un président à la tête de la Chambre qui pourrait nous accompagner et nous représenter comme il se doit. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 5 salariés et compte pas moins de 120 bateaux à son actif fabriqués dans l'arc antillais, des bateaux de plaisance aux bateaux de pêche. La Guadeloupe accueillera quelques 400 000 croisiéristes cette saison. Les croisiéristes ont tendance à abandonner Pointe-à-Pitre parce que la sécurité n'y est pas pour passer leur temps à Sainte-Anne où tout est bien en œuvre pour les accueillir. Reportage Elisabeth Artsen, Maurice Dexter. Avec environ 400 000 croisiéristes en 2017, le tourisme de croisière s'installe de plus en plus sur nos côtes. Une nouvelle campagne vient tout juste d'être mise en place, en ce sens par la CARL. Ce programme pour cette nouvelle campagne, c'est d'abord d'accueillir ces croisiéristes qui doivent venir effectivement sur le territoire de Sainte-Anne avec, je dirais, une vision globale sur la ville de Sainte-Anne. Alors, d'ailleurs, mettre en place ces bus parce qu'ils transportent ces touristes, et avec ce beau boulevard de Sainte-Anne, aller sur la plage, aller à l'intérieur de la ville, et nous avons ce qu'on appelle des agents médiateurs qui les accompagnent. Donc ce sont des agents qui sont aptes à accompagner ces visiteurs, qui sont des fois bilingues, voire trilingues. C'est un aspect très positif pour Sainte-Anne et je dirais tout simplement pour la Riviera du Levant. Les commerçants de ce marché artisanal s'adaptent désormais à cette clientèle qui représente tout de même une nouvelle manne financière pour la ville. Les croisiéristes, ils n'ont pas beaucoup de temps et ça prend un petit jus, la photo de temps en temps et un peu parce qu'ils n'ont pas le droit de ramener des trucs sur le bateau. Et en ce moment, oui, il y a beaucoup de touristes avec les cyclones qu'on a eus, avec les croisiéristes. La fin d'année, ça recommence à prendre dans l'emploi, ça revit. Mais auparavant, c'était un peu calme. Mais pour l'instant, ça va. En général, ils achètent des pareillots, des sacs, des bijoux et ouais, c'est ça qu'on a en priorité, quoi. Des chaussures aussi. À travers ce tourisme de croisière, les socio-professionnels tels que les restaurants et les commerçants bénéficient peu à peu des retombées économiques de ce nouvel attrait des tours opérateurs croisières pour l'escale Guadeloupe. Et maintenant, quelques informations pratiques utiles à votre vie quotidienne. Pour les coupures d'eau prévues samedi 6 janvier, les zones concernées, Saint-François, Caracabim, de 18h à 6h du matin. Et puis pour donner votre sang, le rendez-vous est place Tricolore à Sainte-Rose de 8h à 12h le lundi 8 janvier 2018, parc d'activité de la Jaille de 8h30 à 13h. Cette édition, et puis si vous voulez, avant de terminer cette édition, si vous voulez joindre la rédaction d'ATV Guadeloupe, vous avez une information à nous faire parvenir, composez le 05 90 71 11.
Cette édition est à présent terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. La route nationale numéro 2, malade de ses embouteillages, de ses accidents fréquents, en plein cœur d'une zone économique, a attiré l'attention de la région. Les travaux pour soigner cet axe routier majeur avancent, a pu constater le président de la région, Ari Chalus. Lancé en 2016, le plan 500 000 formations qui se fixait pour objectif de former les chômeurs est à l'heure du bilan. En Guadeloupe, pas moins de 6 000 chômeurs ont bénéficié, notamment dans les métiers en tension. Les cordonniers n'ont pas disparu de notre paysage, les constructeurs navals non plus. En plus, les professionnels du secteur réclament un accompagnement pour développer leur filière qui pourrait figurer en bonne place dans le programme économique de la région Guadeloupe. Les croisiéristes négligent Pointe-à-Pitre et ses violences urbaines pour la ville de Sainte-Anne. Bercés par les alizés, les habitants de la commune du Levant mettent tout en œuvre pour les attirer. Nous avons vu le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et de Maurice Dexter. Voilà, c'est terminé pour la semaine. Lundi, le rendez-vous, ce sera toujours à 18h45 avec Barbara Olivier Zandronis. Bonsoir à tous.